Bonjour à tous. Pour la seconde conférence, nous accueillons le docteur Patrick Villonnier, qui est neurologue consultant pour la clinique neurologie de l'hôpital de Genève, qui est professeur à la faculté de médecine, directeur du laboratoire de neurologie comportementale et d'imagerie de la cognition, mais aussi du centre d'imagerie cerveau et comportement à l'université de Genève. Et il est impliqué dans de nombreux projets de recherche, y compris comprenant la recherche autour de l'attention via l'étude de l'hypnose et de la méditation, mais aussi la recherche autour de la perception et de la régulation des émotions. Merci. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je dois dire que je suis très impressionné par l'auditoire. Je m'attendais à devoir présenter nos travaux à un petit comité d'étudiants en neurosciences passionnés. Je me vois que Marseille a l'avantage de compter un grand nombre de passionnés en neurosciences, c'est fantastique. À Genève, on a aussi un neuroclub pour les étudiants, mais j'avoue qu'on remplit à peine une petite classe, une petite salle de séminaire. Donc voilà, on m'a demandé de vous parler d'un aspect de nos recherches qui n'est pas un aspect qui prend beaucoup de place, mais moi qui m'intéresse beaucoup, mais qui malheureusement tend à fluctuer dans notre laboratoire parce qu'il dépend beaucoup de l'intérêt d'étudiants et de gens qui pratiquent l'hypnose. Et très souvent, en fait, les étudiants en psychologie qui commencent à pratiquer l'hypnose ou les jeunes médecins qui apprennent l'hypnose s'en vont ensuite pour poursuivre leur carrière en clinique. Et beaucoup de choses sont à recommencer. Et donc je vais vous parler, le but, puisqu'on m'avait en tout cas averti que ça s'adresserait en partie à des étudiants qui viennent de différents niveaux, je vais vous présenter une approche assez générale de différents concepts qui sont fréquemment discutés dans le domaine des neurosciences et de l'hypnose, et bien sûr de faire un peu de publicité pour les travaux qui viennent de notre laboratoire en particulier. Aussi, je dois dire tout de suite que vous savez certainement qu'en Suisse, le français est une langue minoritaire, et donc une bonne partie de mes diapositives qui suivent celui-là seront en anglais. Mais comme vous allez voir, il y a beaucoup d'images, donc j'espère que vous allez pouvoir comprendre. Et puis je suis sûr qu'à Marseille, l'anglais est aussi tout à fait commun. Donc je ne vais pas faire une très très longue introduction historique, mais juste pour mentionner qu'en fait, c'est très facile de trouver des descriptions dans l'histoire de pratiques, même assez structurées, qui utilisent des approches que de nos jours on qualifierait d'hypnose. Comme vous savez peut-être, à l'époque des Grecs, il y avait des temples, d'Esculape, où on hospitalisait, on faisait venir des patients pour certains traitements, y compris chirurgicaux. Et il semble clair que certaines procédures non seulement impliquaient l'ingestion de différentes substances, d'alcool, d'herbes plus ou moins mijotées de différentes façons, mais également des suggestions qui, de nos jours, font beaucoup penser à des pratiques d'hypnose. Il y a aussi une utilisation de l'hypnose dans des contextes, on va dire, plus démonstratifs, qui se retrouvent au long de l'histoire. En France, en particulier, il y a l'épisode des soirées de Mesmer qui hypnotisait la bourgeoisie parisienne et qui déclenchait toutes sortes de comportements. Et comme vous savez, Mesmer pensait que ces phénomènes étaient liés à une découverte récente de l'époque, le magnétisme, et au point que différents chercheurs et scientifiques de l'époque ont créé une commission d'enquête et ont prouvé qu'en fait, l'essentiel des phénomènes que Mesmer produisait étaient liés à l'imagination de ces patients et pas du tout au magnétisme. C'est probablement une des premières études en double aveugle placebo-contrôlée où en fait, on avait essayé de comparer des situations où certains objets étaient magnétisés et d'autres n'étaient pas magnétisés. Et en fait, avec la suggestion, on observait les mêmes phénomènes. Mais clairement, l'histoire moderne remonte à un chirurgien écossais qui semble avoir été une personnalité remarquable, James Braid, qui faisait des interventions chirurgicales tout à fait sérieuses et qui a été impressionné par l'observation d'anesthésie ou d'insensibilité à la douleur produite par la suggestion, produite par certaines techniques d'absorption ou de forte concentration, et qui a systématisé cette approche, qu'il l'a expérimenté sur lui-même, auprès de ses proches, auprès d'autres personnalités d'Édimbourg. Et c'est probablement le premier qui a fait le lien avec l'attention de façon tout à fait explicite.
en insistant sur la focalisation, en fait, de l'attention sur un objet, et sur un principe que lui-même a qualifié de mono-idéodynamique, qui en fait est un mot un peu compliqué, mais reflète finalement des idées qui sont assez actuelles encore, qui a la capacité de sélectionner des idées de façon dynamique, et de les manipuler, de se concentrer sur une idée. Donc aussi un terme qu'il utilisait, c'est le mono-idéisme, et qui reprend des choses qui sont courantes en hypnose. Et c'est surtout lui qui a inventé le terme hypnose, en fait neurohypnose, parce qu'il pensait que par cette absorption, que lui-même a déclenché volontiers par une technique qui est encore utilisée, de se focaliser sur un objet ou en remontant les yeux vers le haut, produisait une espèce d'assoupissement de certaines voies du cerveau, et donc d'où le terme hypnose, enfin hypno venant du grec sommeil. Et bien sûr, en France, Charcot a aussi été très impressionné par ces pratiques et a essayé d'utiliser l'hypnose pour montrer que le système nerveux pouvait, ou que certaines pathologies du système nerveux pouvaient impliquer non pas des lésions visibles sous le microscope, mais des dysfonctions. Et certaines de ces dysfonctions pouvaient être induites par la suggestion et par des idées fixes. Le grand cas que Charcot a étudié est le cas de l'hystérie, mais il a justement modélisé l'hystérie par l'hypnose. Et Janet lui-même a introduit le concept de dissociation, qui est l'idée d'avoir l'observation qu'il y a des comportements qui peuvent être automatiques, des comportements qui peuvent être délibérés, comme on l'a entendu auparavant, que l'état normal du système nerveux est de fonctionner avec ces deux types de comportements fonctionnant de façon coordonnée, mais qu'il y a des états dissociatifs où les comportements automatiques et les comportements délibérés peuvent être dissociés. De nos jours, en fait, définir l'hypnose reste assez variable. Ça va dépendre de certaines écoles, de certains courants de pensée, mais une définition plus ou moins officielle de l'Association américaine de psychologie est qu'il s'agit d'une altération de la conscience qui permet ou qui est associée à une augmentation de la suggestibilité, de la réponse à des suggestions, mais ça peut être discutable, est associé à une diminution de la perception consciente ou de la conscience de l'environnement, associée à différentes manifestations comportementales, des changements de la perception, des changements dans les pensées, des changements dans la motricité, etc. Bien que ça soit controversé, une façon simple de concevoir l'hypnose est en fait de considérer qu'il y a, si vous voulez, deux composants, deux ingrédients. Il y en a un qui est la suggestion, enfin qui est l'induction plutôt, la transe, comme diraient certains hypnotistes, qui est justement réfère à cet état d'absorption, cet état de concentration particulier, auquel je vais revenir, qui semble être un état particulier de la conscience. Justement, William James considérait que c'était un état de la conscience en dehors de la veille, du sommeil, de la rêverie. Peut-être qu'il y avait un état de conscience qui était caractéristique de l'hypnose. Et cet état peut être accompagné, ou pas forcément, de suggestions, qui justement sont à l'origine des comportements ou des changements du comportement qu'on peut induire chez les sujets. Mais on peut induire de l'hypnose, ce qu'on appelle l'hypnose libre ou simple, en induisant cet état, qui est un état de relaxation, d'absorption, mais sans nécessairement donner des suggestions au sujet. Et très schématiquement, on peut distinguer des suggestions qui impliquent le corps ou l'esprit, et qui sont des productions positives ou des productions négatives. C'est-à-dire que, par exemple, on peut demander à un sujet de bouger son bras, et en lui donnant l'impression que, c'est une suggestion typique qui se fait dans des tests de susceptibilité, on demande à la personne d'imaginer que le bras est attaché à un ballon, et que le ballon s'envole vers le plafond, et à ce moment-là, vous allez voir que le sujet, petit à petit, a un effet de lévitation du bras. Et l'expérience subjective que le sujet a à ce moment-là, c'est pas du tout que lui monte le bras, ce qui jusqu'à preuve du contraire est le cas, mais c'est bien que son bras est attiré par le ballon. Et donc il y a des phénomènes positifs, mais on peut aussi suggérer au sujet, vous allez voir, qu'il est incapable de bouger ses doigts, incapable de lever son bras, et le sujet est étonné lui-même de voir qu'il est en fait paralysé. Et on peut faire des suggestions similaires sur la pensée, on peut supprimer des souvenirs, supprimer
des perceptions, supprimer la perception des couleurs, ou induire des hallucinations, faire sentir des odeurs, ou entendre des bruits qui n'existent pas. Même si, comme vous allez voir, en fait, les connaissances actuelles sont extrêmement limitées, et je dirais, en fait, c'est personnellement une des raisons qui m'a fait m'intéresser dans ce domaine, c'est surprenant à quel point on n'étudie pas ça de façon plus systématique, étant donné que ça fait maintenant presque 200 ans que c'est utilisé et maîtrisé à tel point qu'on peut ouvrir le ventre des gens, faire de la chirurgie, et ça marche, ça existe, il n'y a pas besoin d'être trop sceptique, il y a des démonstrations, et c'est extrêmement utilisé dans un grand nombre d'utilisations en clinique. Il y a certaines utilisations en clinique qui sont beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus habituelles, ça fait que tout ce qui est lié à la chirurgie et à l'anesthésie, il y a des très bonnes études qui montrent que vous avez utilisé moins de médicaments anesthésiques lorsque la procédure est accompagnée de l'hypnose. Les patients sortent plus rapidement de l'hôpital, prennent moins de médicaments quand ils sont à la maison. Et tout ça, c'est des choses qui sont potentiellement intéressantes. Les anesthésistes, qui jusque récemment étaient plutôt du genre très interventionniste et puis pensaient que parler avec un patient, ça prend du temps, c'est un peu compliqué, il faut s'adapter. Une bonne dose de médicaments est quelque chose de beaucoup plus efficace. Se rendre compte que beaucoup des médicaments ne sont pas si anodins, ils peuvent avoir des effets cognitifs à long terme. Donc il y a une espèce de retour de l'intérêt pour l'utilisation de l'hypnose en pratique. Et à Genève, pendant longtemps, c'était secret. Et la direction de l'hôpital ne voulait pas trop que ça sache qu'il y avait des anesthésistes qui étaient formés et qui utilisaient l'hypnose. Mais maintenant, ils réalisent que peut-être, en fait, c'est plutôt dans leur intérêt d'encourager cette formation. Mais il y a bien sûr d'autres applications, le traitement de l'anxiété, les phobies en particulier, maladies intestinales, donc ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable. L'application fréquente, c'est d'essayer d'arrêter de fumer, et bien d'autres. Donc comme je le disais, en fait, il y a encore très très peu de recherches sur en fait, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsque on observe ces phénomènes. Même si, à quelque part, c'est assez frappant et spectaculaire, il y a même des spectacles qui utilisent ces techniques, et pourtant, en fait, on se pose relativement peu la question, finalement, comment ça marche. Comme dans d'autres domaines, qui est un domaine, moi, qui m'intéresse, celui des émotions, où le simple fait de voir des choses avec des images, des images colorées du cerveau, ça donne l'impression qu'on a un accès à la réalité, que maintenant des phénomènes privés deviennent mesurables. Les techniques de neuroimagerie ont contribué, et contribueront encore, j'espère, à permettre certaines études scientifiques de ces phénomènes. Et vous allez voir, ça, maintenant depuis une vingtaine d'années, il y a quelques études, mais encore une fois, très peu. Ce qui est frappant, c'est que la plupart des études, jusqu'à récemment, sont peut-être en train de changer, se sont surtout concentrées sur, à quelque part, montrer les conséquences ou l'effet de l'hypnose, plutôt que vraiment essayer de mettre en évidence quels sont les mécanismes qui produisent ces effets. Et vous allez voir ce que j'entends par là. Typiquement, et ça, maintenant, il n'y a vraiment plus de doute que ces résultats sont solides, ça a été répliqué un certain nombre de fois. Un des premiers, c'est Pierre Ravil au Canada, qui a fait ces études. C'est l'effet de la suggestion hypnotique sur la perception de la douleur. Vous savez peut-être que dans le cerveau, il y a des systèmes très très particuliers pour la perception de la douleur. Bien sûr, ça implique les régions somatosensorielles qui codent si c'est chaud, froid, si ça pique. Mais le côté désagréable, aversif, douloureux de ces sensations implique l'activation d'une région dans le cortex singulaire antérieur et dans l'insula, qui est une partie du cortex somatosensoriel qui répond aussi aux informations viscérales. Lorsqu'on utilise l'hypnose, on peut suggérer une analgésie ou une hypoalgésie, c'est-à-dire qu'une même sensation potentiellement douloureuse est perçue comme non douloureuse ou tolérable. Et ce qu'on observe, c'est que ces régions-là, dans l'insula et en particulier dans le cortex singulaire, répondent moins à la même stimulation. Et donc, la différence d'activité corrèle avec les changements dans la description subjective du sujet. C'est-à-dire, plus un sujet sous hypnose va tolérer la douleur et dire qu'il sent la chaleur, il sent que ça pique, mais ça ne fait pas aussi mal, moins cette région-là s'active, alors que la stimulation reste la même. A l'inverse, ce qui a été très joliment montré aussi par Pierre Ravil, c'est qu'on peut donner une stimulation qui est absolument indolore et suggérer que ça fait mal, et à ce moment-là,
le cortex singulaire s'active aussi, et ça corrèle aussi avec l'évaluation subjective du sujet. Donc la bonne nouvelle pour les sceptiques, qui ne croyaient pas à l'hypnose potentiellement, c'est qu'il y a un corrélat de ces effets-là, ce n'est pas purement subjectif, bien que. C'est-à-dire que la suggestion hypnotique change la réponse du cerveau à la douleur dans les régions qui répondent au côté aversif, déplaisant de la douleur. De la même manière, un grand scientifique ou psychologue de la perception visuelle a montré maintenant il y a déjà assez longtemps qu'on peut changer la réponse du cerveau à la perception de la couleur. Là aussi, vous savez peut-être, dans le cortex visuel, il y a des régions qui semblent être spécifiquement impliquées dans la perception de la couleur. Certains patients ont des lésions dans cette partie-là, qu'on appelle V4 ou V8, et présentent une achromatopsie, c'est-à-dire qu'ils voient le monde mais en noir et blanc. Et Koslin et ses collègues ont fait des tâches assez simples d'hypnose où ils présentaient des images, comme ces tableaux de Mondrian. Et dans une condition, ils présentaient des images en couleur et ils induisaient une perception de noir et blanc. C'est-à-dire qu'ils disaient, maintenant vous serez aveugle pendant quelque temps à la couleur. Et ce qu'ils ont observé, c'est que les régions qui normalement répondent à la couleur, maintenant répondaient moins, et répondaient de même manière à des images en couleur et à des images en noir et blanc. A l'inverse, ils ont pu faire la suggestion inverse, c'est-à-dire montrer des images en noir et blanc, et suggérer au sujet que c'était une image riche en couleurs, comme un tableau de Mondrian, et à ce moment-là, en présentant les images noir et blanc, la région des couleurs s'activait de manière plus forte. Et là aussi, encore une fois, ce n'est pas que le sujet qui veut plaire à l'hypnothérapeute ou à l'hypnotiste, mais le cerveau lui-même semble répondre d'une façon différente à la même stimulation. Un dernier exemple de ces études qui démontrent à quelque part qu'il y a un effet de l'hypnose mesurable dans des régions qui sont impliquées dans le comportement qui est influencé par la suggestion. Une étude par une collègue londonienne qui a justement utilisé cette suggestion du bras qui se déplace involontairement, ce qu'elle appelait un délire ou une illusion d'étrangeté, parce que c'est plutôt intéressé par la schizophrénie à cette époque, et donc elle voulait faire le parallèle avec le sentiment d'être contrôlé par quelque chose d'externe. Et ce qu'elle a observé, c'est que des régions dans le cortex pariétal qui justement codent pour la proprioception, la sensation du corps, sont activées lorsque le membre est bougé passivement, ne sont pas activées lorsque le sujet lui-même bouge le membre, et on sait que justement, potentiellement, ce qu'on appelle les copies efférentes, c'est-à-dire le fait que vous avez une commande motrice, va annuler le traitement d'un déplacement musculaire, parce que c'est une des choses que le cerveau utilise pour savoir que c'est vous qui produisez le mouvement et pas justement un mouvement qui est produit par quelqu'un d'autre, ce qui est pathologique chez les schizophrènes. Et sous hypnose, lorsqu'on demande au sujet finalement lui-même de bouger le bras, mais on lui suggère qu'en fait son bras est porté en l'air par un ballon, eh bien en fait son cerveau se comporte comme si effectivement on lui déplaçait passivement le bras et c'est pas lui qui est en train de le bouger. Et ça active ces régions pariétales. Par contre, encore une fois, quels sont les mécanismes qui sont à l'origine de ces changements? C'est quelque chose qui reste encore maintenant très très peu étudié. Et si vous voulez, comment est-ce que l'état d'absorption, la transe, cet état particulier de conscience d'hypnose permet à ces suggestions de modifier la perception du comportement reste vraiment intriguant. À quelque part, depuis l'utilisation de ce mot hypnose par Braid, qui fait rapport à cet assoupissement des voies nerveuses, il y a un peu la notion que l'état d'hypnose, justement, c'est un état comme somnambulisme à quelque part, un peu sleep-like, dans lequel le sujet a une conscience un petit peu suspendue et agit en automate, comme s'il était une marionnette dont les fils sont tirés par le marionnettiste, par l'hypnotiste. Un sujet très passif. A l'inverse, comme vous allez voir, et ça c'est la position de notre groupe, au contraire, probablement ce qui semble se passer dans le cerveau, c'est au contraire un cerveau qui est dans un état extrêmement attentif, extrêmement en contrôle de ses propres perceptions. Et cet état d'attention, cette hyperfocalisation de l'attention permet justement une modification de l'expérience subjective. Par contre, justement, les processus
reste assez peu connu. C'est déjà quand même depuis un certain nombre d'années qu'un certain nombre de chercheurs ont essayé de se référer à des modèles cognitifs connus qui viennent de la psychologie, des neurosciences, pour essayer d'expliquer un peu les phénomènes qu'on voit. Et historiquement, un modèle qui a été utilisé, c'est pour ça que je l'utilise aussi pour les étudiants, c'est un vieux modèle de l'attention et des fonctions, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui vient de Norman Eschalis. Ce n'est pas le modèle le plus récent ou le plus sexy des fonctions exécutives, mais c'est un modèle qui permet bien de réfléchir à ces concepts. Surtout sur la base d'observations chez des patients qui ont des lésions frontales ou des troubles du comportement. Norman et Chalice ont établi il y a assez longtemps un modèle du contrôle du comportement ou des fonctions exécutives qui fait appel à une structure particulière, donc c'est un modèle cognitif de traitement de l'information, dans lequel il y a un système spécialisé de supervision attentionnelle qui s'appelle le SAS, et ce système supervise, contrôle le traitement habituel de l'information dans le cerveau, c'est-à-dire typiquement il y a des entrées, des inputs sensoriels, perception, c'est reconnu, ça déclenche des comportements, des idées, des associations, de la mémoire. Parfois, et ça c'est quelque chose d'important dans ce modèle, il y a justement des choses qui rentrent en conflit, et donc il faut un système d'arbitrage ou de sélection. Vous ne pouvez pas diriger le bras dans deux directions à la fois, il faut choisir quelle main vous utilisez pour faire certains comportements, ou quelle est la tâche appropriée à un moment donné. Accélérer sur le frein lorsque si le feu est vert, enfin accélérer si le feu est vert, freiner si le feu est rouge. Il faut sélectionner des réponses. Et puis il y a certains automatismes qui peuvent être la sélection de ces automatismes peut être arbitrée au niveau de ce système. Et il y a différentes façons de voir le contrôle cognitif, mais on peut essayer de comprendre l'hypnose par rapport à ce système cognitif de différentes façons. Et entre parenthèses, notamment dans certaines versions de ce modèle, l'expérience conscience, l'accès de l'information sensorielle ou motrice à une représentation consciente dépend justement de ce qui se passe dans ce système-là. Donc c'est assez souvent, dans ces modèles, la conscience ou l'expérience subjective de la conscience est localisée par ici. Donc une première façon de concevoir ce qui se passerait sous hypnose est de faire référence à ce concept de dissociation qui, comme je l'ai dit, remonte à Janet, mais a été aussi beaucoup discuté de façon intéressante au début du XXe siècle par Prince, en relation avec l'hypnose. Et l'idée est qu'à quelque part, le système de traitement de l'information est scindé en deux. Il y a deux, effectivement, systèmes de traitement de l'information. Un qui est toujours accessible à la conscience, et un qui, en fait, est inaccessible à la conscience, et c'est celui-là qui, d'une certaine manière, où la suggestion change la balance entre ces deux systèmes, puisqu'elle va produire certains comportements qui seront générés par ce système inconscient, alors que le système conscient, lui, n'est pas affecté. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça fait déjà assez longtemps que les gens qui s'intéressent à l'hypnose suggèrent que ce phénomène de dissociation doit rendre compte de certains problèmes qui sont que les deux modules de traitement, si vous voulez, ne sont pas si indépendants. C'est-à-dire que vous pouvez montrer qu'il y a certaines choses qui sont suggérées qui vont influencer la manière dont le sujet répond de façon consciente à la suggestion ou vice-versa. Donc il ne semble pas y avoir vraiment une séparation entre deux systèmes. Ce qui est beaucoup plus souvent conceptualisé, c'est la proposition de Hilgard, qui est un chercheur et praticien en hypnose bien connu, qui a justement insisté sur une composante importante de l'hypnose que peut-être certains d'entre vous qui ont pratiqué connaissent, qui est la notion qu'il y a un observeur caché, ce sont les termes de Hilgard, et qui justement est une observation qui dérive de cette notion de dissociation. C'est-à-dire que souvent les sujets, lorsqu'ils sont soumis à une suggestion et qu'ils voient par exemple leur bras se lever sans avoir l'expérience que c'est eux qui le lèvent, mais en ayant l'expérience au contraire que le bras se lève tout seul, ont
ce regard soit amusé, soit surpris, de s'observer eux-mêmes en train d'avoir ce comportement. Et quelque part, il y a cette double conscience, justement, d'être à la fois, quelque part, en train d'observer une partie de soi-même qui observe l'autre partie de soi-même qui a le comportement. Et donc, sur la base de ces observations, Hilgard a suggéré plutôt, et d'autres, qu'il y aurait une dissociation entre une partie de la conscience ou du système de contrôle et une autre partie du système de contrôle, les automatismes eux-mêmes étant inchangés. Et là aussi, je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce qui semble, et donc une partie observe l'autre, ce qui semble pouvoir être discuté par le fait que, justement, des hypnotistes qui commencent chez des sujets très hautement hypnotisables, on peut induire différentes suggestions qui sont quelque part en compétition les unes avec les autres, ce qui suggérerait que potentiellement il y a deux systèmes de supervision qui influencent le comportement, et puis qu'il y aurait un troisième observeur qui est capable d'observer ces deux autres sous-systèmes, et donc ça pousse potentiellement le découpage de la conscience en un grand nombre de modules. Et puis, plus proche de nous, et justement plus en rapport avec des modèles dans les neurosciences, certains collègues américains et anglais ont postulé qu'en fait, ce qui se passerait, c'est un découplage entre le système de contrôle et les modules plus automatiques de perception et d'action, avec justement une dissociation, une disconnexion, cette fois, entre ces, qui n'est pas au sein du système de supervision ni au sein des modules, mais qui est entre les deux. Et là, l'argument qui typiquement qui est donné contre ces modèles, c'est le fait qu'il pas toutes les suggestions sont des automatismes. Une suggestion classique qui n'est pas un automatisme, c'est de suggérer que le nombre 4 n'existe plus. Et vous pouvez induire qu'un sujet se met à compter 1, 2, 3, 5, 6. Et au contraire, l'automatisme serait de compter de façon... c'est un automatisme de compter 1, 2, 3, 4. Il y a d'autres automatismes comme ça. Et le dernier type, si vous voulez, de modèle théorique dans ce cadre est de suggérer qu'il n'y a pas déconnexion ou dissociation dans ces modules, mais en fait, il y a une hyper-connexion, une hyper-interaction, un hyper-contrôle, à quelque part, du système de supervision sur les modules de traitement. Et comme vous allez voir, les données neurosciences semblent plutôt être en faveur de ce dernier modèle. Tout ça veut dire, donc, un des tests cognitifs qui est très souvent utilisé pour essayer de tester ces différentes théories, c'est un classique de la psychologie cognitive, c'est le test de Stroop, que je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent, qui implique justement de faire quelque chose qui n'est pas automatique. C'est lorsque vous voyez des mots de couleurs, mais qui sont écrits dans différentes couleurs, c'est-à-dire qu'une encre de différentes couleurs, comme le mot ici green, donc vert, mais qui est écrit en bleu, la tâche est de dire le plus rapidement possible la couleur du mot et non pas de lire le mot. Et donc si vous devez lire ces mots très rapidement, enfin dire la couleur de ces mots très rapidement, le fait qu'on a un automatisme de lecture fait que c'est quelque chose de difficile. Et l'idée est que justement la lecture est quelque chose d'assez automatique, de devoir lire ou de devoir dire la couleur du mot sans lire implique un contrôle cognitif et donc une inhibition de l'automatisme. Et toute la question, c'est est-ce que sous hypnose, les automatismes sont accentués et le système de contrôle moins efficace, ou au contraire, est-ce que le système de contrôle est plus efficace et les automatismes en fait sont moins facilement déclenchés sous l'effet de la suggestion. Et comme dans beaucoup de domaines des sciences, vous allez trouver des résultats qui soutiennent l'une et l'autre des théories et des résultats. Mais bien sûr, comme souvent, pas toutes les études utilisent exactement les mêmes protocoles, les mêmes sujets, les mêmes conditions. Donc, il y a à chaque fois un certain nombre de paramètres qui peuvent expliquer ces différences. L'avantage des techniques neuroimagerie, qui sont des techniques que nous on utilise beaucoup, c'est justement de ne pas se baser seulement sur le comportement, mais se baser sur quelles sont les régions cérébrales qui sont impliquées, recrutées pour effectuer ces comportements, parce qu'il se pourrait que le même comportement justement est effectué, mais en n'utilisant pas tout à fait les mêmes régions cérébrales. Une étude classique maintenant dans ce domaine, c'est celle de Raz, où ils ont fait juste ce que je viens de vous dire, cette tâche de Stroop, mais en donnant une suggestion, et c'est une suggestion post-hypnotique,
On suggère que le sujet fera comme ça après l'hypnose. Et il suggère qu'on va vous présenter des mots qui sont dans une langue que vous ne connaissez pas. Même si on présentait, en l'occurrence c'était des sujets anglophones et on présentait des mots en anglais. Mais on leur suggère que les mots qu'ils vont voir sont des mots qui n'ont aucun sens. Et donc l'automatisme de lecture devrait être diminué. Et en effet, pendant cette tâche, ce que Raz a observé, chez des sujets qui étaient sélectionnés pour être hautement susceptibles, c'est que la région singulaire ici, qui est justement une région impliquée dans le contrôle attentionnel, montre moins d'activité, et c'est justement une région qui typiquement est activée par les tâches de Stroop. Et donc, à quelque part, l'interférence, l'automatisme par la lecture semble diminuer et l'attention peut être plus efficace. L'autre étude montre à quelque part l'inverse, elle a été publiée à peu près en même temps, la même année, sauf qu'elle est faite un peu différemment. Ici, les sujets étaient simplement mis dans un état de transe hypnotique, on leur suggérait typiquement d'être absorbés, d'être dans un lieu en particulier de ça, et ensuite on leur présentait la tâche de Stroop. Et là, ce que ces auteurs ont observé, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de changement dans la performance elle-même, mais par contre, cette région du cortex singulaire, qui est impliquée donc encore une fois dans le contrôle et la gestion des conflits, montrait plus d'activité. Comme si, au contraire, les automatismes devaient être augmentés et l'inhibition de la lecture, du coup, demande plus de ressources attentionnelles. Donc, un certain débat sur est-ce que, en fait, l'hypnose, mais vous voyez que c'est des conditions différentes, renforce l'inhibition ou renforce en fait renforce l'inhibition des automatismes ou renforce les automatismes. Je réalise que j'aurais dû peut-être mettre ce slide un petit peu avant. Les régions qui sont typiquement impliquées justement dans les fonctions exécutives et le contrôle, c'est les régions du cortex préfrontal, en particulier ce cortex médial ici, qui est le cortex singulaire antérieur, qui est donc encore une fois activé par la gestion de conflits ou la sélection de réponses en conflit ou l'ajustement à des erreurs, et puis des régions latérales du cortex frontal. Et en particulier, des phénomènes d'inhibition d'automatisme, des phénomènes de contrôle exécutif qui diminuent des réponses qui sont automatiques, activent typiquement ces deux régions, non seulement le cortex singulaire, mais aussi une autre région du cortex frontal inférieur, qui est typiquement activée, comme vous allez le voir, peut-être j'ai raté un slide, mais qui typiquement sont activées dans des tâches où il faut inhiber une réponse qui est automatique. Donc c'est là que nous, dans notre équipe, on s'était intéressé à étudier ce qui se passait dans certains de ces phénomènes d'hypnose. Et une des premières tâches qu'on avait utilisées est en fait une tâche plutôt de suggestion de paralysie, où on induit l'expérience, j'ai un sujet tout à fait sain, qu'il est incapable de bouger un de ses bras. Et la raison qu'on a choisi ce phénomène, il y avait plusieurs raisons. Le premier, c'est que ça nous paraissait intéressant par rapport à cette idée de dissocier ce qui est lié à une perte de la conscience du sujet, de cette notion que le sujet est un automate qui n'a plus de conscience, qui n'a plus de volonté, mais qui utilise la volonté de l'hypnotiste. Vous allez voir comment. Ça nous permettait de tester justement précisément ce concept d'inhibition d'automatisme en utilisant une tâche qui est une tâche classique en neurosciences d'inhibition des automatismes, où on demande à un sujet de répondre, ce qu'on appelle une tâche go-no-go, où typiquement on demande au sujet de répondre, chaque fois qu'il y a une cible, il doit répondre. Et puis de temps en temps, on fait une condition no-go, où on demande au sujet d'inhiber la réponse que normalement il devrait donner. Et on connaît très très bien les régions cérébrales qui sont impliquées dans cette tâche. Et l'avantage d'utiliser la motricité, c'est qu'on a deux bras, et donc on pouvait comparer en fait, la tâche ou la motricité pour une partie du corps qui est soumise à l'hypnose, et puis une partie du corps qui, en fait, du point de vue du sujet, est sous hypnose, si vous voulez, mais n'est pas sous l'effet de la suggestion. Et donc essayer de dissocier ce qui est dû à l'hypnose elle-même, à l'induction de l'hypnose, et au comportement qui est modifié
par la suggestion, puisqu'on suggérait la paralysie qui a un seul des bras. Mais la dernière raison, c'était qu'on voulait aussi revisiter certaines choses postulées par Charcot, des liens entre paralysie induite par hypnose, paralysie chez des patients que les neurologues voient souvent, qui sont des patients qui ont des troubles hystériques ou ce qu'on appelle des troubles de conversion, qui viennent voir les neurologues parce qu'ils ont l'expérience d'être paralysés, mais ils ne le sont pas au sens neurologique. Ah, voilà, ça c'est le... Et donc, encore une fois, la raison qu'on utilisait cette tâche d'inhibition, de go-no-go, c'est qu'on connaît très bien le rôle en particulier de cette région frontale inférieure dans l'inhibition d'automatisme. Une autre tâche était un petit peu modifiée, mais en fait une tâche vraiment go-no-go, comme je vous le dis, assez classique. La seule chose qu'on introduisait, c'est qu'il y avait une phase de préparation, c'est-à-dire chaque essai commençait avec la présentation d'une main grise, qui était une main soit droite, soit gauche, qui instruisait le sujet à se préparer le mouvement qu'ensuite il devrait effectuer le plus rapidement possible pendant un petit laps de temps lorsque la main allait changer de couleur. Et dans la plupart des cas, la main changeait brièvement de couleur et devenait verte, et pendant ce bref moment, le sujet devait appuyer sur un bouton avec sa main. Et dans une minorité d'essais, donc les essais no-go, la main devenait rouge, et le sujet, s'il avait préparé son mouvement, devait au contraire inhiber le mouvement et ne pas effectuer le mouvement qu'il était censé avoir préparé. Et l'idée avec cette tâche, c'était de, maintenant, si on induit une paralysie par hypnose d'une main, et qu'on demande au sujet de préparer le mouvement, est-ce que d'abord il prépare le mouvement, même s'il est paralysé? Est-ce qu'il a encore l'intention de bouger? Et puis au moment où on lui demande d'effectuer le mouvement, s'il ne bouge pas, puisque la suggestion suggère la paralysie, qu'il est incapable de bouger, est-ce qu'en fait le sujet volontairement recrute le même système d'inhibition qui est dans le cerveau, dans les régions préfrontales, et en fait inhibe le mouvement qu'il a préparé, juste comme il le ferait de façon volontaire lorsqu'on demande d'inhiber un mouvement. Et donc le premier résultat intéressant dans cette étude, c'était en fait de regarder qu'est-ce qui se passe pendant la préparation du mouvement. Il se trouve que lorsque vous préparez un mouvement avec la main droite, le cortex moteur primaire gauche s'active et il se désactive lorsque vous préparez un mouvement avec l'autre main. Effectivement, si je prépare un mouvement avec cette main-là, mon cortex moteur de l'autre côté s'active avant que je bouge. Et c'est symétrique. Le cortex moteur droit s'active lorsqu'on prépare un mouvement de la main gauche. De façon intéressante, sous hypnose, en fait, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire, même si le sujet a la suggestion d'être paralysé, et même si en fait, on s'assure qu'ensuite il ne bougera jamais sa main gauche dans l'expérience, son cortex moteur se prépare à faire le mouvement comme on lui demande, en fait. Accessoirement, on avait aussi pris un groupe de sujets à qui on demandait de simuler une paralysie. On leur disait, on fait une étude sur les gens paralysés, on aimerait voir qu'est-ce que ça prend de faire un effort lorsque vous êtes paralysé, vous essayez de bouger mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes paralysé. Eh bien, les sujets qui simulent la paralysie montrent la même préparation motrice. Et la deuxième trouvaille importante est que seulement chez les sujets qui étaient sous hypnose, et seulement lorsqu'ils préparaient un mouvement avec leurs mains paralysées, il y a une région qui s'activait chez eux et qui s'activait chez aucun autre sujet. C'est une région du cortex pariétal médial qui est ce qu'on appelle le précuneus. Et seulement lorsque les sujets paralysés sous hypnose préparent leur mouvement, cette région s'active. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque la main change de couleur et que les sujets doivent effectuer ou pas effectuer leur mouvement? Comme je vous le disais, lorsque la main devient verte, si les sujets simulent la paralysie ou bien ont la suggestion d'une paralysie, ils ne bougent pas, donc il ne se passe rien. Par contre, lorsque la main devient rouge et que les sujets doivent inhiber, retenir le mouvement qu'ils étaient en train d'effectuer, ce qu'on voit, c'est que les sujets normaux, qui doivent retenir dans l'état normal, ce réseau, et en particulier l'aire frontale inférieure, s'active pour inhiber le mouvement d'une et de l'autre élément. De manière intéressante, les sujets qui simulent la paralysie, lorsqu'ils simulent la paralysie, et ce qu'ils font, c'est qu'ils inhibent le mouvement qu'ils avaient préparé. C'est-à-dire ils font, lorsque la main devient verte, ils leur demandent de bouger la main gauche, mais qu'ils simulent la paralysie. En fait, ils activent cette région inhibitrice
et ils ne bougent pas. De façon intéressante, chez les sujets qui sont sous hypnose, c'est un pattern totalement différent. Il n'y a pas du tout d'inhibition volontaire du mouvement. Ils ne sont pas en train d'interrompre leur mouvement de façon volontaire. Par contre, cette région préfrontale semble activée de façon exagérée tout au long de la tâche. Ce qui suggère qu'en fait, cette région n'est pas seulement impliquée dans l'inhibition, mais peut-être justement dans le contrôle de quelle est la tâche qui est pertinente, et elle est activée de façon permanente chez ces sujets. Et donc, ce qu'on peut conclure de ça, c'est que la paralysie sous hypnose n'est pas du tout une inhibition volontaire, et si elle recrute les régions frontales exécutives ou les régions d'inhibition, elle recrute ceci de façon constante et exagérée, et pas spécialement dans la condition où le mouvement n'est pas effectué. Et la dernière chose que cette étude avait montré, c'est qu'on a essayé de regarder comment est-ce que le cortex prémoteur interagit avec d'autres régions du cerveau en faisant ce qu'on appelle une analyse de connectivité, qui est simplement de regarder quelles sont les régions cérébrales dont l'activité corrèle, si vous voulez, avec le cortex moteur. Si on regarde le cortex qui contrôle la main gauche, la main paralysée, ce qu'on voit, c'est qu'à l'état normal, les régions qui sont le plus connectées au cortex moteur sont les régions juste en avant, les régions du cortex prémoteur, qui sont justement celles qui s'activent lors de la préparation du mouvement. Et ces régions sont aussi connectées avec le cortex moteur, lors de la simulation, mais ça paraît petit, mais en fait c'est significativement déconnecté du cortex moteur lorsque la main est paralysée. Par contre, si on cherche dans le cerveau quelle est la région qui semble plus connectée avec le cortex moteur droit, donc il commande la main paralysée, mais seulement chez les sujets sous hypnose, on isole en fait une région ici dans le cortex médial pariétal, donc dans le précuneus, qui est justement la région qui était plus activée lors de la préparation. Et seulement sous hypnose, cette région semble être fonctionnellement connectée avec le cortex moteur. En d'autres mots, c'est comme si, à l'état normal, ou lorsque un sujet volontairement simule une paralysie, c'est son cortex prémoteur qui parle le plus au cortex moteur. Par contre, la région du cerveau qui parle le plus au cortex moteur sous hypnose, c'est cette région médiale pariétale. Et pourquoi cette région nous intéresse beaucoup, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de recherches sur cette région pariétale qu'on appelle le précuneus, qui la lie à la conscience qu'on a de soi, et en particulier à la conscience qu'on a de soi à la première personne, dans un grand nombre de tâches. Ça peut être des tâches de mémoire, lorsqu'on vous demande de récupérer des souvenirs autobiographiques, ou lorsqu'on vous demande de vous imaginer dans certaines scènes, et de décrire des scènes de votre point de vue autobiographique. Et c'est typiquement une région qui s'active lors de tâches d'imagerie mentale, où on vous demande justement d'imaginer dans votre tête des choses qui n'existent pas, mais qui sont dans votre tête. Et c'est une région dont l'activité varie dans certains états de coma et dont l'activité semble justement se restaurer au moment où les sujets sortent du coma. Et donc une façon de considérer cette région, c'est que c'est une région qui représente soi, mais sont en mode un peu imaginaire, en faisant appel à des souvenirs ou en faisant appel à des simulations de soi sur la base d'imagerie mentale. Et de façon intéressante, cette région-là semble être la région qui parle au cortex moteur lors d'hypnose. Alors que dans la situation normale, c'est le cortex prémoteur qui parle au cortex moteur. Donc ça, je vais peut-être avoir le temps de discuter. Donc, je dois répondre rapidement aux quelques questions. Encore une fois, l'hypnose ne semble pas être la même chose qu'une inhibition volontaire. C'est un état qui implique le cortex préfrontal, mais avec un pattern d'activité qui ne reflète pas une inhibition volontaire. Ce n'est pas vraiment une perte de volonté, puisque l'activité prémotrice lors de la préparation a lieu tout à fait normalement. Et est-ce que ça implique une déconnexion? Oui, à quelque part, ça implique une déconnexion, mais ça n'implique pas une déconnexion au sein des modules du système moteur ou du système de contrôle exécutif. Par contre, ça semble être associé à une reconfiguration des connexions avec le système... là, ça s'emballe.
une façon de conceptualiser ça est d'imaginer que le système superviseur montre un état d'hyperactivité justement constante, comme vous l'avez vu, à travers toutes les conditions, potentiellement justement impliquant cette région-là, et que dans cet état d'hypercontrôle, oh là là, ça permet à d'autres représentations d'avoir accès aux modules qui contrôlent le comportement, et notamment des représentations qui viennent, donc, de façon très schématique, de ces régions médiales pariétales qui sont liées, encore une fois, à l'imagination ou à la mémoire, et dont l'activité pourrait être justement modulée par la suggestion. Et le contenu qui est en mémoire ou qui est imaginé et qui est médié par ces régions-là va déterminer justement, hop là, j'arrive, le type de phénomène de suggestion qui est produit. Ça, je vais passer. Je peux dire qu'on a reproduit ces effets de différentes façons. Et une dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'il y a la notion que pas tout le monde n'est sensible à la même manière à l'hypnose, bien que tout le monde peut être hypnotisé. Justement, à l'hôpital, en particulier dans les conditions où les sujets sont sous stress ou lorsqu'ils sont vraiment si on veut dire, intéressés par l'hypnose, en situation clinique, tout le monde est hypnotisable. Mais ça peut être plus ou moins facile, dans des conditions expérimentales, d'induire des comportements plus ou moins frappants ou spectaculaires. Et il y a des échelles qui permettent de mesurer à quel point vous êtes sensible à la suggestion ou pas. Et là encore, en fait, comment expliquer cette susceptibilité individuelle réfère typiquement à ces modèles d'architecture du contrôle cognitif que je vous ai présentés, avec encore une fois la notion que les sujets qui sont le plus susceptibles sont ceux qui sont le plus susceptibles à fonctionner sur un mode automatique. Et donc, typiquement, il y a des études qui ont montré que les effets Stroop sont augmentés chez les sujets qui sont hautement susceptibles. Et puis là aussi, vous trouvez des études qui montrent juste le contraire et qui suggèrent que non, les sujets qui sont susceptibles à l'hypnose, en fait, ont des capacités de contrôle meilleures et donc résistent mieux à l'effet Stroop. Et là, encore une fois, les tâches varient, les groupes, les conditions varient, etc. Et donc, nous, on a utilisé une tâche, on a changé de tâche, on a utilisé une tâche d'interférence qu'on appelle une tâche de flanker, où on montre une cible au centre, et si la cible est rouge ou bleu, rouge ou jaune, il faut appuyer avec une main, la main droite par exemple, et si la cible est bleue ou verte, il faut appuyer avec l'autre main. Et l'interférence vient des distracteurs qui sont tout autour de la cible, qui peuvent soit être ceux qui vont avec la même réponse, auquel cas la réponse est facilitée, ou qui peuvent interférer justement, et si la cible est rouge et les distracteurs sont jaunes, c'est la même réponse, donc vous allez être plus rapide. Par contre, si la cible et les distracteurs sont associés à une réponse différente, la réponse est plus lente. Et la question ici était, est-ce que les sujets qui sont hautement susceptibles vont être effectivement plus résistants à l'interférence, à la distraction, comme prédit par certaines études Stroop, ou au contraire plus sensibles, plus facilement distraits. Au niveau du comportement, on n'a pas trouvé vraiment de différence. Par contre, au niveau du cerveau, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a effectivement des régions qui sont activées sélectivement par la présence de distracteurs. C'est des choses tout à fait connues. Lorsque vous devez ignorer les distracteurs et vous concentrer sur la couleur à laquelle vous devez les répondre, vous activez, et qu'il y a une interférence, vous activez plus les régions frontales, justement singulaires et pariétales. Par contre, de façon intéressante, ces régions-là étaient en fait activées, vous montrez une corrélation négative avec le degré d'hypnose. C'est-à-dire plus les sujets sont hautement susceptibles, moins ils activent ces régions. Par contre, il y avait une région cérébrale que les sujets sensibles à l'hypnose activent beaucoup plus, et en fait, c'est cette région frontale inférieure dont je vous ai beaucoup parlé auparavant. Et donc, c'est comme si, pour la même tâche, et en fait la performance des sujets est exactement la même dans cette tâche, mais les sujets font la tâche en recrutant leur cerveau de façon pas tout à fait identique. Les sujets hautement susceptibles à l'hypnose tendent à utiliser beaucoup plus cette région, qui est une région impliquée dans la préparation et la sélection des réponses pertinentes. Et les sujets qui ne sont pas sensibles à l'hypnose, moins sensibles, activent
beaucoup plus cette région singulaire. Et comme si, en fait, ils sont plus sur un mode de se corriger que de se préparer. Voilà, donc en conclusion, encore une fois, il ne s'agit pas, la susceptibilité à l'hypnose n'est pas associée à une meilleure ou à une pire performance, mais simplement à quelque part à une stratégie attentionnelle différente qui peut-être fait que certains sujets sont plus susceptibles à l'induction de l'hypnose, c'est-à-dire à se mettre dans un état attentionnel particulier auquel ils arrivent à sélectionner certaines informations et à inhiber des informations qui sont moins pertinentes. Et donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, comme vous pouvez voir, on peut mesurer les effets de l'hypnose, c'est-à-dire les modulations de la perception visuelle, des fonctions motrices, de la douleur, comme je l'ai mentionné, des émotions, comme je n'ai pas eu le temps de vous le mentionner. Globalement, l'évidence va contre l'idée qu'il s'agit d'une augmentation de phénomènes automatiques, mais d'une perte de la volonté. Et le sujet fait fonctionner ces modules automatiques et quelque part switch off ou éteint ou déconnecte les systèmes attentionnels. Au contraire, ce qu'on voit comme du point de vue cérébral, c'est un engagement massif et constant et permanent sous hypnose des régions qui sont impliquées dans l'inhibition et dans le contrôle, mais probablement plutôt pour inhiber l'information sensorielle périphérique et permettre à quelque part l'intrusion et le recrutement de systèmes qui sont plutôt liés à la mémoire et à l'imagination, notamment impliquant ce cortex du précunus, qui, et ça reste mystérieux, semble pouvoir du coup prendre le contrôle de la motricité dans ces études-là et peut-être en fait remplir le champ de la conscience ou altérer l'expérience consciente des sujets sous hypnose. Et les sujets qui sont hautement susceptibles à l'hypnose semblent avoir simplement une meilleure capacité à entraîner, à utiliser le cerveau dans ce mode-là que les sujets non hypnotisables. Et les personnes qui ont effectué ces différents travaux sont surtout Yann Kojand et Claire Braboche avec une équipe d'anesthésistes et de psychiatres qui pratiquent l'hypnose à Genève. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.